Bienvenue dans Mon Psy part en live, le podcast où on parle psychologie, émotion, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne en Suisse et aujourd'hui nous allons décortiquer quels sont les points communs et les différences entre la méditation et l'hypnose. Pourquoi cet épisode ? Eh bien parce que je pratique de la méditation pour moi-même régulièrement chaque semaine. Je pratique dans le cadre thérapeutique de mes séances l'hypnose. Et puis on me pose souvent la question, c'est quoi la différence au final entre une méditation et une hypnose ? Et puis c'est pas si facile que ça à y répondre. Donc moi je voulais faire un épisode de ce podcast pour prendre le temps d'y répondre et pour que vous voyez un peu plus clair quelles sont les similarités, quelles sont les différences. Si vous êtes intéressé par la méditation et l'hypnose, je vous mettrai dans les notes du podcast des liens vers mes packs de méditation guidée qui sont regroupés par packs de 5 ou 6 méditations d'environ 15 à 20 minutes et qui sont regroupés par thématique. Donc il y a par exemple l'amour de soi, relaxation et sérénité, lâcher prise, se libérer du regard des autres. C'est une façon de travailler sur soi, sur ses émotions, sur son côté plus inconscient, au travers de l'outil de la méditation ou de l'auto-hypnose. C'est des méditations que moi j'aime bien appeler hypnotiques parce que je suis très imprégné par la pratique de l'hypnose et du coup mes méditations guidées peuvent ressembler à des séances d'hypnose. Donc je vous mettrai les liens dans les notes du podcast. Alors, plongeons dans le vif du sujet. La méditation et l'hypnose, comme beaucoup d'autres pratiques, comme la sophrologie, la relaxation, la visualisation ou les prières même, elles partagent des caractéristiques communes. Beaucoup d'appellations sont alors utilisées pour parler de pratiques qui sont sensiblement similaires. Ces différences de noms, elles s'expliquent souvent par des variations au niveau culturel, traditionnel, ou plus récemment, je dirais, pour des questions de marketing. C'est ce dernier point qui explique aussi l'apparition de beaucoup de symboles, marques déposées à la suite de noms de techniques thérapeutiques. Alors moi, ça me questionne toujours beaucoup quand une technique thérapeutique est une marque déposée. Pour moi, c'est généralement le but de ça, c'est plus de faire de l'argent, de vendre des formations accréditées pour cette technique, plutôt qu'une réelle révolution au niveau de la pratique elle-même. Alors, ça me préoccupe aussi parce que généralement, la préoccupation de ces inventeurs, entre guillemets, est-ce que c'est plutôt la thérapie ou l'argent ? Pour moi, c'est plus une question d'argent qui les intéresse. Mais, alors voilà, ne nous égarons pas. Quel est le premier point commun entre méditation et hypnose ? Eh bien, les deux sont des états modifiés de conscience. Un état modifié de conscience, ça correspond à un état mental différent de l'état de conscience ordinaire, notre état qu'on dirait normal ou rationnel, par exemple. Ces états modifiés de conscience, ils sont souvent caractérisés par des modifications sensorielles. Et ils peuvent présenter différents ressentis, comme par exemple une sensibilité augmentée ou diminuée, des sensations de chaud, de froid, de lourdeur, de légèreté. Il peut y avoir des hallucinations, modification de la perception corporelle, un changement au niveau du rythme cardiaque et des ondes cérébrales, perception temporelle modifiée, des mouvements involontaires, etc. Il peut y avoir plein d'autres encore, c'est pas une liste exhaustive. Ces différents signes, ils sont caractéristiques d'un état modifié de conscience et ils peuvent se retrouver chez des personnes lors d'une méditation, d'une hypnose, d'une transe chamanique ou encore d'une relaxation. Un autre point commun entre la méditation et l'hypnose, c'est qu'elles utilisent la focalisation sur un stimulus précis. Donc,
leur point commun, c'est dans le processus qui mène à ces états modifiés de conscience. En effet, pour atteindre ces états, le processus est relativement simple. Il suffit de porter son attention consciente sur un stimulus sensoriel précis. Vous rentrez donc en méditation ou en transe hypnotique grâce à vos 5 sens, en vous concentrant par exemple sur un stimulus. Ça peut être visuel, comme une flamme, un mandala, une image, ou en faisant de la visualisation mentale. Auditif, la voix de quelqu'un, par exemple dans une séance guidée, comme je le fais. Ça peut être une musique, un son. Kinesthésique, donc une sensation corporelle, une douleur, un mouvement, quand on fait de la danse par exemple, ça peut être une façon de méditer. Olfactif, donc une odeur, de l'encens, un parfum, ou encore gustatif, donc un goût qu'on détaille. Un parallèle que j'apprécie faire pour montrer l'universalité des techniques pour atteindre des états modifiés de conscience, c'est de parler des méthodes utilisées pour les prières dans les grandes religions monothéistes. En effet, vous aurez peut-être remarqué que les différents stimuli sensoriels dont je vous ai parlé, eh bien, les religions utilisent des techniques similaires pour la pratique de leurs prières. Dans la plupart des prières et des pratiques religieuses, eh bien, il y a souvent quelque chose de visuel, par exemple une représentation picturale religieuse, un mandala chez les bouddhistes. Il y a quelque chose d'auditif, des chants, de la musique, la récitation d'un mantra, d'une prière, d'un sutra, d'une sourate, etc. Il peut y avoir des éléments kinesthésiques, des mouvements, postures, danse, utilisation d'un chapelet, d'un mala, d'un misbaha. Il peut y avoir le côté olfactif, l'encens, souvent dans la plupart des religions, et gustatif. Il peut y avoir des rituels culinaires également. En résumé, beaucoup de pratiques spirituelles ou thérapeutiques utilisent la focalisation sur les 5 sens pour rentrer dans un état modifié de conscience. Alors ça, c'est ce qui concerne les points communs entre la méditation et l'hypnose. Maintenant, je vais vous présenter aussi quelques points de divergence entre méditation et hypnose qui, selon moi, se situent au niveau de leur but ou de la façon de les pratiquer. Je vais parler ici de la méditation au sens large, étant bien conscient qu'il en existe une multitude en fonction des différentes traditions religieuses, spirituelles ou laïques. Et d'ailleurs, selon moi, c'est vraiment un continuum dans les états modifiés de conscience. Puis il y a des choses que certains appelleront méditation, qui sont en fait de l'hypnose ou inversement. Donc moi, je vous donne aussi, ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel que je vous donne ici. Pour moi, la méditation, elle est davantage ritualisée. Bien que la pratique de la méditation, elle connaisse sa version laïque, depuis le développement de la méditation de pleine conscience, notamment par Jon Kabat-Zinn, la plupart des méditations sont ancrées dans une tradition spirituelle ou religieuse. Ceci n'est pas le cas de l'hypnose, qui elle s'ancre davantage dans des courants liés à des époques ou des praticiens. On voit par exemple l'hypnose ericksonienne, hellmanienne, classique, humaniste, etc., sans visée spirituelle. Cette différence de la méditation avec l'hypnose, elle explique pourquoi la méditation est beaucoup plus ritualisée, au niveau de la posture à adopter, la position des mains, des jambes, de la langue, du regard, ainsi que des supports de méditation. Dans ces rituels se mélangent alors techniques pour atteindre un état de conscience modifié et croyances spirituelles. On pourrait rajouter dans les différences de pratique entre méditation et hypnose la notion de suggestion. Certains exercices comme le très connu lieu ressource ou safe place en anglais, vous en avez sûrement déjà entendu parler ou sûrement déjà pratiqué si vous êtes intéressé un jour à la méditation ou à l'auto-hypnose, eh bien, se retrouvent autant dans les pratiques de méditation comme l'hypnose. Une façon de déterminer si on se retrouve davantage dans l'hypnose que dans la méditation serait l'usage ou non de suggestions. Alors ça, c'est vraiment mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, envoyez-moi vos retours, vos perceptions, votre façon de considérer la chose. Ça m'intéresse également. En effet, l'utilisation de phrases suggérant un changement d'état. Par exemple, plus vous portez attention à votre souffle, plus votre corps se détend. C'est quelque chose qu'on peut dire régulièrement en hypnose. Ça se rapprocherait davantage d'une pratique hypnotique que méditative. Là où la méditation, elle incite juste à porter son attention sur quelque chose qui émerge, comme une sensation ou autre. L'hypnose, elle va suggérer l'apparition de nouveaux changements.
Alors voilà, ça c'est une différence que moi je vois entre ces deux pratiques. Pour moi, une autre différence, c'est que méditation et hypnose, elles n'ont pas le même but. D'ailleurs, la plupart des personnes qui viennent me voir pour débuter la méditation, elles me disent « Je veux commencer à méditer pour être moins stressé, pour être plus concentré, plus ceci ou plus cela. » Alors c'est généralement la plus grande erreur qu'ils fassent. Car un des postulats de base de la méditation est que la méditation est le but en elle-même. Il faut méditer pour le simple fait de méditer et non dans l'attente d'effets qu'elle pourrait produire. Que cela soit l'élévation de son niveau de conscience ou une simple relaxation. La méditation, c'est alors une pratique que l'on utilise pour le simple fait de la faire, de prendre du temps pour soi et son mental. Et si des effets secondaires, entre guillemets, bénéfiques, comme la relaxation, une réduction du stress ou une meilleure acceptation des émotions arrivent, eh bien, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Continuez à méditer quand même. À l'inverse, l'hypnose, elle se pratique généralement dans un but thérapeutique. Elle sera donc beaucoup plus ciblée sur la résolution d'une problématique spécifique. Elle peut s'utiliser par exemple pour se libérer de l'anxiété, de phobie, pour travailler sur le vécu de deuil, apaiser des douleurs chroniques, récupérer d'un burn-out, etc. Cette différence est généralement celle que je retiens pour différencier ces deux pratiques. S'il n'y a pas de but thérapeutique spécifique derrière la pratique, je considère que c'est de la méditation. Autrement, c'est de l'hypnose. Pour moi, la méditation, et ça j'en ai parlé dans un épisode précédent, c'est également avant tout un entraînement de l'attention. C'est une façon d'apprendre à focaliser notre attention sur un stimulus, par exemple notre respiration, et puis quand une pensée nous perturbe, attire notre attention, et bien d'arriver à la ramener et d'entraîner ainsi notre attention à pouvoir être redirigée à notre guise. Ce que n'est pas l'hypnose. Alors que retenir de cet épisode ? Ce que vous pouvez retenir de cet épisode sur les différences et les similarités entre méditation et hypnose, c'est que ce sont des états modifiés de conscience, les deux. C'est le processus pour entrer dans ces états est similaire dans les deux pratiques. 3. La méditation est ancrée traditionnellement dans des pratiques religieuses et spirituelles, contrairement à l'hypnose. La méditation se pratique sans but thérapeutique, l'hypnose oui. Alors voilà, ça ce serait encore sujet à débat, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, non, moi j'utilise la méditation à un but thérapeutique. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parlais de continuum auparavant. Là, c'est un peu la posture que j'ai prise aujourd'hui dans cet épisode. Et puis, l'hypnose, elle utilise des suggestions, la méditation, non. Mais plus important encore que la dénomination exacte des pratiques que vous avez, c'est encore plus important, c'est le fait de les pratiquer. Peu importe au final que vous fassiez de l'hypnose, de la méditation, de la sophrologie, des prières ou autres, tant que vous êtes à l'aise avec votre pratique et que vous y trouvez les bénéfices que vous y cherchez, eh bien concentrez-vous là-dessus et poursuivez dans vos exercices afin de prendre soin de votre santé mentale. C'est ça, pour moi, le plus important. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Si vous cherchez à pratiquer l'hypnose, évidemment, moi j'en fais dans ma pratique thérapeutique, donc évidemment que vous pouvez me contacter pour des consultations afin de pratiquer l'hypnose pour diverses problématiques. Mais comme je vous le disais auparavant, au début de l'épisode, je vais vous mettre en lien dans la description du podcast des liens vers mes packs de méditation qui sont regroupés par thématique. Donc si vous souhaitez travailler sur vous, sur vos émotions, votre inconscient depuis le confort de votre canapé, j'ai des packs de méditation qui sont à votre disposition, qui coûtent $20 pour 5 à 6 méditations, ça dépend des packs. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande si c'est une pratique soit que vous appréciez déjà, soit que vous souhaitez découvrir. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela.
Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté mon Psy part en live. C'était Julien Borloo. À la semaine prochaine.